Il existe un prix que vous payez pour voir le monde différemment, un prix que personne ne vous a jamais dit que vous auriez à payer, un prix que vous ne découvrez qu'une fois qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Carl Jung a documenté des centaines de cas de personnes qui portaient ce fardeau, des personnes qui pouvaient lire entre les lignes, qui sentaient la tension cachée dans chaque pièce, qui démasquaient les mensonges à l'instant même où ils étaient prononcés. Et toutes ces personnes avaient quelque chose en commun. Toutes se sentaient profondément, inexplicablement, chroniquement seules, même entourées de leur famille, même avec des amis, même au sein de relations amoureuses. Il y avait une forme de solitude qu'aucune compagnie ne pouvait apaiser. Jung appelait cela le prix de la lucidité. Et ce qu'Andrew Huberman a découvert en laboratoire sur le cerveau confirme précisément pourquoi ce prix est si élevé. Si vous avez l'impression d'avoir toujours vu des choses que les autres ne parviennent tout simplement pas à percevoir, cette vidéo va révéler pourquoi cela arrive. Et plus important encore, ce que vous pouvez faire à ce sujet. Mais avant toute chose, vous devez comprendre ce que signifie réellement avoir cette perception différenciée. Jung a décrit dans ses écrits cliniques un phénomène qu'il a observé à maintes reprises dans sa pratique. Certains patients présentaient ce qu'il appelait une perception aiguisée. Ce n'était pas une capacité surnaturelle, c'était une capacité réelle et mesurable à traiter des informations sociales et émotionnelles à un niveau beaucoup plus profond que la plupart des gens. Ces personnes pouvaient détecter les micro-expressions, ces infimes mouvements faciaux qui durent une fraction de seconde et révèlent des émotions authentiques. Elles pouvaient sentir quand quelqu'un était mal à l'aise avant même le moindre signe visible. Elles pouvaient percevoir des schémas de comportement que d'autres mettaient des années à reconnaître. Et voici le problème dévastateur. Voir ce que les autres ne voient pas ne vous rapproche pas des gens. Cela vous éloigne d'eux. Parce qu'il existe une dynamique invisible que Jung a observée chez toutes ces personnes. Plus vous percevez clairement la réalité, plus il devient difficile de participer à l'illusion collective qui maintient la plupart des relations en marche. Les gens ne veulent pas savoir qu'ils sont manipulés. Ils ne veulent pas entendre que leur partenaire ment. Ils ne veulent pas reconnaître les schémas destructeurs que vous voyez si clairement. Et lorsque vous offrez cette perception, même avec les meilleures intentions, vous devenez le messager de nouvelles que personne n'a demandé à recevoir. Jung a documenté des cas où des patients dotés d'une perception aiguisée signalaient être systématiquement exclus des groupes sociaux. Non pas à cause d'un comportement inapproprié, mais simplement parce qu'ils en voyaient trop. Parce qu'ils posaient des questions auxquelles les autres préféraient ne pas répondre. Parce qu'ils percevaient des vérités que le groupe avait tacitement accepté d'ignorer. Jung a écrit quelque chose qui définit parfaitement cette expérience. Il a dit que la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi. La solitude vient de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi-même, ou à défendre des visions que les autres considèrent comme inadmissibles. Pensez-y un instant. Vous êtes engagé dans une conversation et vous remarquez que votre interlocuteur ment. Vous sentez la manipulation se produire en temps réel. Vous voyez le masque social s'ajuster constamment. Et vous ne pouvez rien dire. Parce que si vous le faites, vous devenez le problème. Et vous devenez trop intense, trop compliqué, trop négatif. Alors vous apprenez à vous taire. Vous apprenez à faire semblant de ne rien voir. Vous apprenez à participer à des conversations superficielles, comme si elles étaient satisfaisantes. Et chaque fois que vous faites cela, une partie de vous meurt un peu. Jung a documenté ce processus avec une précision clinique. Il a observé que les personnes dotées d'une perception aiguisée devenaient souvent des cibles de projection. Les autres les attaquaient inconsciemment pour avoir reflété ce qu'ils refusaient de voir en eux-mêmes. La personne qui voyait clairement devenait le bouc émissaire. Elle était accusée de créer des problèmes qu'elle ne faisait que révéler. Cela explique pourquoi vous avez peut-être passé votre vie à être qualifié de trop sensible, trop critique, trop observateur. Comme si percevoir la réalité était une sorte de défaut de personnalité. Andrew Huberman et d'autres neuroscientifiques ont confirmé ce que Jung avait intuité il y a des décennies.
Des recherches récentes en neurosciences de la perception révèlent qu'il existe des différences réelles et mesurables dans la façon dont différents cerveaux traitent l'information. Une étude publiée en 2025 sur la précision de la neurodiversité a démontré que les individus ayant ce que les chercheurs appellent une hyperconnectivité neuronale traitent les schémas de manière significativement plus intense que la moyenne. Leur cerveau capte littéralement plus d'informations de l'environnement. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas une sensibilité excessive. C'est une architecture neuronale différente. Ces cerveaux ne filtrent pas l'information de la même manière, là où la plupart des gens écartent automatiquement les signaux ambigus. Ces cerveaux les traitent complètement. Là où d'autres voient une simple conversation, ces cerveaux détectent les couches de sous-texte, les contradictions non verbales, les émotions réprimées. C'est comme avoir un détecteur de mensonges internes fonctionnant en permanence. Vous ne pouvez pas l'éteindre. Vous ne pouvez pas choisir quand il fonctionne. Il capte simplement tout le temps. Et le coût énergétique de cela est immense. Des recherches de 2024 ont démontré que le traitement neuronal intensif consomme significativement plus de ressources métaboliques. Les personnes dotées d'une perception aiguisée signalent fréquemment une fatigue chronique qui n'est pas expliquée par des facteurs physiques conventionnels. Le docteur Christophe Koch, lors d'une conversation avec Huberman en septembre 2025 sur la façon d'élargir la conscience, a expliqué le concept de boîte de perception. Chaque personne vit la vie à travers une boîte unique qui contient ses croyances, ses souvenirs et donc ses biais sur la réalité. Les personnes dotées d'une perception différenciée ont une boîte plus grande. Elles captent plus, elles traitent plus, elles voient plus. Et voici le paradoxe cruel. Plus vous voyez, moins vous pouvez partager. Plus vous comprenez, moins vous êtes compris. Jung était extrêmement précis à ce sujet. Il a écrit que si un homme en sait plus que les autres, il devient solitaire. Ce n'est pas une possibilité. C'est une inévitabilité. La connaissance crée l'isolement parce que la communication authentique requiert des références partagées. Lorsque votre perception opère à un niveau différent, vous êtes constamment en train de traduire votre expérience dans un langage que les autres puissent comprendre. Et dans cette traduction, quelque chose d'essentiel se perd toujours. C'est comme essayer de décrire les couleurs à quelqu'un qui est né aveugle. Vous pouvez utiliser des métaphores, des comparaisons, des approximations. Mais l'expérience directe reste intransmissible. Et ce n'est pas seulement inconfortable, c'est existentiellement isolant. Jung a reconnu que cette solitude n'est pas accidentelle. C'est presque comme si la solitude était le prix exigé de ceux qui possèdent une lucidité particulière. Le prix de la lucidité, un prix élevé, qu'on ne découvre que trop tard, un fardeau que peu comprennent réellement. Cette solitude devient l'école où l'individu est forcé d'apprendre à supporter son unicité, son individualité, sa manière singulière de percevoir le monde. Ce thème a fourni à Carl Jung le cœur de ses écrits ultérieurs sur l'individuation, un concept central dans sa pensée, une pierre angulaire de sa psychologie. L'individuation, c'est le processus par lequel une personne devient qui elle est vraiment, pas qui la société voudrait qu'elle soit, pas ce que sa famille attend d'elle, pas ce qui serait le plus commode ou confortable, qui elle est authentiquement, y compris sa perception aiguisée, sa manière unique de voir et de comprendre le monde, qui peut être différente, dérangeante, mais essentielle. Et voici ce que peu comprennent. L'isolement n'est pas un effet secondaire indésirable de ce processus. C'est un élément nécessaire, une étape indispensable. L'analyste jungien Daryl Sharp a observé que, pour le développement de la personnalité, son premier fruit est la ségrégation de l'individu du troupeau indifférencié et inconscient. Cela signifie isolement, et il n'y a pas de mot plus réconfortant que celui-ci. Il n'y a pas de mot plus réconfortant parce que l'isolement, dans ce contexte, n'est pas une punition, c'est une purification, un moment de retrait essentiel à la croissance personnelle. Il faut se séparer du collectif, du bruit ambiant, des injonctions sociales, pour découvrir ce qui est véritablement sien. Il faut expérimenter la solitude pour développer des ressources internes qui ne dépendent pas de la validation externe.
de l'approbation des autres. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans un isolement permanent. Cela signifie qu'il faut apprendre à être seul sans être vide, sans se sentir incomplet. Il faut développer une relation avec soi-même qui soit aussi réelle et nutritive que n'importe quelle relation externe. Carl Jung écrivait qu'il est toujours important d'avoir quelque chose à apporter à une relation. Et la solitude est souvent le moyen par lequel on acquiert cela. On ne peut pas offrir de la profondeur aux autres si on ne la possède pas soi-même. Et la profondeur vient de la réflexion, de l'introspection, de l'autonomie, du temps passé avec soi-même, en silence, à écouter sa voix intérieure. La recherche neuroscientifique sur la reconnaissance des schémas, soutenue par les travaux d'Andrew Huberman, confirme quelque chose de crucial. Ce n'est pas que les personnes dotées d'une perception aiguisée voient des choses qui n'existent pas. Elles voient des choses que les autres ne traitent simplement pas consciemment. Les schémas sont là. L'information est disponible. Mais la plupart des cerveaux filtrent cette information avant qu'elle n'atteigne la conscience. Un peu comme un mécanisme de défense. Chez les individus neurodivergents, y compris ceux qui présentent des traits de haute sensibilité, des processus cognitifs différemment connectés, peuvent mener à des formes plus intenses de reconnaissance de schémas, particulièrement dans les domaines d'intérêt personnel fortes ou de forte signification émotionnelle. Cela explique pourquoi l'on peut entrer dans une pièce et immédiatement sentir que quelque chose ne va pas, bien avant d'avoir la moindre preuve concrète. Le cerveau traite des milliers de micro-expressions, des signaux subtils que les autres cerveaux écartent comme du bruit. Une interférence sans importance, et c'est simultanément un don et une malédiction, un privilège et un fardeau. Un don parce que l'on a accès à des informations que les autres n'ont pas. Une malédiction parce qu'on ne peut pas désactiver ce traitement. Il se produit automatiquement, constamment, exhaustivement. Carl Jung n'identifiait que deux voies possibles pour les personnes dotées de cette perception aiguisée. La destruction par l'isolement et la surcharge, ou la transformation par l'intégration. La destruction se produit lorsque la personne tente de supprimer sa perception, lorsqu'elle se force à feindre qu'elle ne voit pas, lorsqu'elle intériorise le message qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle parce qu'elle perçoit trop, qu'elle est trop sensible. Cela mène à l'épuisement, à la dissociation, à la dépression. Le système nerveux entre en conflit avec lui-même. La conscience nie ce que l'inconscient continue de traiter. Le résultat est la fragmentation, une rupture de l'unité intérieure. Carl Jung décrivait cet état comme une guerre civile interne. Une partie de soi continue de tout percevoir avec une clarté brutale. Une autre partie de soi tente désespérément de faire taire cette perception pour survivre socialement, pour s'intégrer. Et ces deux parties sont en conflit constant. Le système nerveux ne peut pas supporter cette division indéfiniment. À un moment donné, quelque chose cède. Soit l'on s'effondre, soit l'on intègre. Et l'intégration est la seule voie qui ne mène pas à la destruction. La transformation se produit lorsque la personne accepte sa perception comme faisant partie de qui elle est. Lorsqu'elle arrête de lutter contre sa nature et commence à travailler avec elle. Cela ne signifie pas qu'il faut exprimer tout ce que l'on voit. Cela ne signifie pas qu'il faut confronter chaque mensonge, pointer chaque manipulation, exposer chaque masque. Cela signifie développer un discernement sur quand et comment utiliser sa perception. Cela signifie créer des limites saines entre ce que l'on perçoit et ce que l'on choisit de répondre, ou non. Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Sa perception aiguisée fait partie de son ombre, non parce qu'elle est négative, mais parce qu'on l'a réprimée, parce qu'on a appris à la cacher, parce qu'on a été puni pour l'avoir exprimée. Amener cette perception à la lumière consciente, l'accepter comme faisant partie de qui l'on est, c'est la première étape vers la transformation. La neuroscience de 2024 et 2025, à travers les recherches de personnalités comme Andrew Huberman, confirme que le cerveau peut être remodelé grâce à des pratiques conscientes. La neuroplasticité permet de développer de nouvelles façons de traiter et de répondre à l'information que l'on capte. On ne peut pas changer ce que l'on voit, mais on peut changer comment l'on réagit à ce que l'on voit. Huberman a longuement discuté de la façon dont des pratiques comme la méditation
La respiration contrôlée et d'autres interventions peuvent modifier la façon dont le système nerveux traite le stress et l'information émotionnelle. Pour quelqu'un qui a une perception aiguisée, cela signifie développer la capacité d'observer sans réagir, de percevoir sans absorber, de voir clairement sans être détruit par ce que l'on voit. Carl Jung avait une prescription spécifique pour cela. Il a développé le processus d'imagination active, une technique où la personne dialogue consciemment avec des aspects d'elle-même qui restent normalement inconscients, pour quelqu'un qui voit trop, qui ressent trop. Cela peut signifier dialoguer avec la partie de soi qui est épuisée de percevoir, qui est fatiguée de porter des informations que les autres ne veulent pas entendre, qui se sent chroniquement incomprise. Cette partie a besoin d'être entendue, a besoin d'être validée, a besoin de savoir que sa perception n'est pas un défaut, mais une capacité, un don. Il se passe quelque chose de profond quand on arrête de lutter contre sa nature, quand on accepte que l'on a été construit pour percevoir plus que la plupart, quand on arrête de s'excuser de voir ce que les autres préfèrent ignorer. On commence à trouver sa tribu. Carl Jung appelait cela « trouver les autres ». Ce n'est pas un processus actif de recherche, nécessairement. C'est plus comme un magnétisme qui surgit naturellement quand on arrête de se cacher, quand on cesse de dépenser de l'énergie à supprimer qui l'on est. Cette énergie devient disponible pour une connexion authentique. Et la connexion authentique a une fréquence spécifique que les autres, avec une perception aiguisée, reconnaissent immédiatement. Pas des gens qui voient exactement comme vous, mais des gens qui paient aussi le prix de voir différent, des gens qui comprennent l'isolement sans avoir besoin d'explication, des gens qui reconnaissent la solitude de la connaissance parce qu'ils la portent aussi. Jung a observé que l'individuation ne mène pas à un isolement permanent. Elle conduit à une forme différente de connexion, une connexion basée sur l'authenticité plutôt que sur la conformité, en profondeur plutôt qu'en surface, en vérité plutôt que par convenance. Et ces connexions, bien que plus rares, sont infiniment plus satisfaisantes parce que, lorsque vous trouvez enfin quelqu'un qui voit comme vous voyez, la sensation de reconnaissance est bouleversante. Des décennies d'isolement se dissolvent en un instant de compréhension véritable. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été, réellement. Vous ne saviez simplement pas où chercher. D'autres, comme vous, sont aussi dans leurs propres isolements, se demandant, eux aussi, s'ils sont les seuls à voir ce qu'ils voient. Également, fatigués de faire semblant de ne pas percevoir. Et quand ces personnes se rencontrent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le prix de la lucidité se transforme. De fardeau solitaire, il devient un pont de connexion. La recherche sur la synchronisation neuronale démontre que, lorsque deux personnes se connectent à un niveau profond, leur cerveau se synchronise littéralement. Les schémas d'activité neuronale commencent à se refléter l'un l'autre. Pour quelqu'un avec une perception aiguisée, trouver une personne avec qui son cerveau peut se synchroniser est une expérience transformatrice. C'est trouver sa place, chez une autre personne. Jung en parlait en termes de projection retirée. Quand vous cessez de projeter vos qualités non reconnues sur les autres, vous devenez capable de les voir tels qu'ils sont réellement. Et, plus important encore, vous devenez capable d'être vu tel que vous êtes réellement. Cela demande du courage. Cela demande de la vulnérabilité. Cela exige une disposition à être connue dans votre totalité, y compris la partie de vous qui voit trop et se sent isolée de ce fait. Mais c'est le seul chemin vers une connexion génuine. La surface ne vous suffira jamais. Les conversations sur le temps qu'il fait et les trivialités sembleront toujours insatisfaisantes. Les relations basées sur des masques mutuels vous laisseront toujours vides. Vous avez été construit pour la profondeur, et la profondeur exige le courage d'être complètement vu. Jung a écrit que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. La transformation est le but. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui vous laisse confortable dans votre isolement. Vous cherchez quelqu'un qui vous invite à en sortir, quelqu'un qui voit votre perception différenciée, non pas comme une menace, mais comme un don, qui valorise votre capacité à voir profondément, qui ne se sentent pas attaqués par votre clarté, mais
illuminées par elle. Ces personnes existent. Elles sont dans leur propre processus d'individuation. Elles apprennent aussi à accepter leurs propres perceptions aiguisées. Et quand vous vous rencontrez, ce n'est pas une coïncidence, c'est une reconnaissance. Huberman a discuté dans divers épisodes comment le cerveau est façonné par nos expériences et nos relations. La neuroplasticité signifie que l'isolement prolongé change littéralement la structure de votre cerveau. Mais cela signifie aussi que des connexions profondes peuvent inverser ces changements. Votre cerveau n'est pas condamné à l'isolement. Il attend les bonnes connexions pour s'épanouir différemment. La recherche sur le Default Mode Network, le réseau de repos du cerveau, révèle quelque chose de fascinant. Les personnes ayant une perception aiguisée montrent fréquemment des schémas d'activité distincts dans ce réseau. Leur cerveau traite l'information sociale et émotionnelle, même lorsqu'il n'est pas consciemment concentré sur rien. Cela explique pourquoi vous pouvez être au repos. Et pourtant, sentir l'énergie émotionnelle des personnes qui vous entourent. Votre cerveau ne cesse jamais complètement de traiter. Et cette caractéristique, bien qu'épuisante, signifie aussi que vous avez une capacité de connexion que d'autres ne possèdent tout simplement pas. Quand vous trouvez enfin quelqu'un de compatible, la profondeur de cette connexion excède tout ce que les personnes avec un traitement plus superficiel peuvent expérimenter. Le défi n'est pas d'éliminer votre vision. Le défi est de l'intégrer de façon à ce qu'elle vous serve, au lieu de vous détruire. Jung a dit que ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de la vie forcent l'existence cosmique à les reproduire autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'ils apprennent ce que l'expérience aurait dû leur enseigner. Si vous continuez à vous sentir isolé, la leçon n'est pas d'apprendre à voir moins. La leçon est d'apprendre à travailler avec ce que vous voyez. L'isolement n'est pas votre destination. C'est votre point de départ. À partir d'ici, vous avez des choix. Vous pouvez continuer à supprimer votre perception et à payer le prix psychologique de cette suppression. Ou vous pouvez commencer le travail d'intégration. Jung a cartographié ce chemin avec précision. L'individuation n'est pas un concept abstrait, c'est un processus pratique pour devenir entier. Cela signifie reconnaître et accepter les parties de vous-même que vous avez cachées. Cela signifie développer une relation consciente avec votre inconscient. Cela signifie trouver votre propre centre, au lieu de vivre à travers les autres. Et cela signifie, éventuellement, offrir au monde ce que vous, uniquement, pouvez offrir. Votre perception aiguisée n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur de fabrication. C'est votre but, prenant forme à travers votre biologie. Le monde a besoin de personnes qui voient clairement, qui perçoivent ce que les autres ignorent, qui ne se laissent pas tromper par les surfaces. Mais le monde n'est pas toujours prêt à écouter ce que vous avez à dire. Et une partie de votre parcours est de développer un discernement sur quand parler et quand observer en silence. Toute vérité n'a pas besoin d'être dite. Toute perception n'a pas besoin d'être exprimée. Savoir faire la différence est la sagesse. Jung a passé des décennies à développer cette sagesse. Lui aussi voyait plus que la plupart. Lui aussi a payé le prix de l'isolement. Lui aussi a eu besoin de trouver son chemin à travers la solitude de la lucidité. Et ce qu'il a découvert, c'est que le prix n'est pas final. Il est transformable. Jung a vécu cette transformation personnellement. Après sa rupture avec Freud, il a expérimenté des années de ce qu'il a appelé la confrontation avec l'inconscient. Une période d'intense solitude et de visions que d'autres auraient considérées comme de la folie. Mais au lieu d'être détruit par cela, il a intégré ces expériences, transformées en insight. Il a utilisé son isolement pour développer tout le système de psychologie analytique, qui continue d'aider des millions de personnes, des décennies après sa mort. Le processus même qui a failli le détruire est devenu la base de son héritage. Et c'est la promesse pour vous aussi. Ce qui semble insupportable maintenant contient les graines de ce que vous pouvez offrir au monde ensuite. L'isolement peut devenir solitude fertile. La solitude peut devenir espace pour la croissance. La douleur d'être incompris peut devenir compassion pour les autres qui souffrent aussi. Rien n'est gaspillé sur le chemin de l'individuation. Chaque expérience, y compris les plus douloureuses,
contribue à qui vous êtes en train de devenir. Et la personne que vous devenez, c'est quelqu'un dont le monde a désespérément besoin, quelqu'un qui voit clair, qui perçoit les schémas, qui n'est pas facilement dupé, quelqu'un qui peut offrir aux autres la profondeur que les superficialités ne procurent jamais. Le prix de la lucidité, ce prix d'une perception aiguisée du monde, est réel. Vous ne pouvez pas l'éviter. Vous ne pouvez pas le négocier. Vous ne pouvez pas prétendre qu'il n'existe pas. Mais vous pouvez le transformer. Vous pouvez utiliser l'isolement comme un espace de croissance. Vous pouvez utiliser la solitude comme une école de connaissance de soi. Vous pouvez utiliser la douleur d'être incompris comme un pont pour comprendre les autres. Carl Jung a tout prédit. Andrew Huberman a confirmé les mécanismes neurologiques. La recherche scientifique valide ce que l'expérience intérieure savait déjà. Vous n'avez pas tort de trop voir. Vous n'avez juste pas encore appris à travailler avec ce que vous voyez. Et cet apprentissage est possible. C'est le travail d'une vie, mais c'est possible. La première étape est d'arrêter de vous excuser pour votre perception. Arrêtez de la minimiser. Arrêtez de la traiter comme un problème à résoudre. Votre perception est une capacité à développer. La deuxième étape est de trouver d'autres personnes qui comprennent, pas parce que vous avez besoin de validation externe, mais parce que le voyage est long, et la compagnie fait la différence. Imaginez, trouvez votre tribu des âmes sœurs cognitives. La troisième étape est de commencer le travail intérieur, que ce soit à travers l'analyse jungienne, la méditation, l'écriture réflexive, ou toute pratique qui vous aide à développer une conscience de la façon dont vous traitez ce que vous voyez. Pensez à cela comme un jardin intérieur, qu'il faut cultiver patiemment. La quatrième étape est d'apprendre à créer des limites entre ce que vous percevez et ce à quoi vous répondez, entre ce que vous savez et ce que vous révélez, entre votre vie intérieure intense et vos interactions externes, un peu comme construire un rempart autour de votre précieux monde intérieur. La cinquième étape est de commencer à offrir votre perception au monde de manière à ce qu'elle serve, pas comme un jugement, mais comme une clarté, pas comme une critique, mais comme un éclairage, pas comme une arme, mais comme une lumière. Offrez votre perspective unique, comme une lanterne, dans l'obscurité. Jung a dit, ce à quoi vous résistez persiste, et ce que vous regardez disparaît. C'est peut-être la loi psychologique la plus fondamentale qu'il ait découverte. Tout ce que vous essayez de repousser hors de la conscience gagne en puissance dans l'inconscient, et tout ce que vous amenez à la lumière consciente perd son pouvoir sur vous. Imaginez une ombre tenace qui se dissipe sous la lumière du soleil. Votre isolement ne fait pas exception à cette règle. Plus vous y résistez, plus il vous contrôle, plus vous le regardez directement, plus il commence à se transformer. C'est un peu comme apprivoiser une bête sauvage en la regardant dans les yeux. Regardez votre isolement, regardez votre solitude, regardez le prix que vous payez pour voir différemment. Et laissez ce regard conscient commencer la transformation. Vous n'êtes pas seul. D'autres comme vous regardent aussi, transforment aussi, trouvent aussi leur chemin à travers la solitude de la connaissance. Et quand vous serez prêt, vous vous rencontrerez, pas par accident, par reconnaissance, parce que ceux qui voient reconnaissent ceux qui voient. Et dans cette reconnaissance, le prix de la lucidité trouve enfin sa valeur, non pas comme un fardeau solitaire, mais comme un pont de connexion, une communauté d'esprits éclairés. Si vous ressentez cette solitude de celui qui voit trop, laissez un commentaire avec le mot « vision ». Vous n'êtes pas seul dans cet isolement, et l'isolement n'est pas votre destination finale. C'est juste le commencement de votre individuation, le début d'un chemin vers votre vrai vous.